Allô. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 19 juillet 2013. Je vous laisse OK au niveau du son et de l'image. On va commencer tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez participer par plusieurs moyens. Soit le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, soit le chat audio Mumble auquel je vais me connecter tout de suite. Alors 2 petites secondes, c'est un peu long là. Bon. Son ok, merci Phil d'avoir confirmé. Alors, j'ai dû reprendre ma position à la vente sur le CAC. Donc l'ancienne a été fermée parce que c'était l'expiration du contrat. Aujourd'hui c'est l'expiration de contrat. Vous voyez ici expiration, donc il y a 82,60 € qui ont été pris. Donc j'ai réouvert ma position avec la même taille de 4 micro-lots. Donc le stop va être placé au-dessus des précédents plus hauts comme ça avait été fait auparavant. Donc là les plus hauts je les repère à 4054, donc je vais mettre le stop à 4060. Voilà, donc toujours la même position à la vente sur le CAC, on respecte ce qui a été fait. Sur le dollar yen, toujours en position, toujours avec un mini lot, donc il n'y a aucun des 3 tiers que je coupe si ça se passe mal qui a été touché. Bon voilà, la première zone de sortie sera ici, en vert. Donc on va voir si les vendeurs sont capables de reprendre en main le marché ou pas. Alors, donc ça c'est ok. Alors on va aller voir déjà ce qui s'est passé ce jour, ce qui s'est dit avec cette expiration de contrat. Bourse, Paris marque une pause au lendemain d'une nette hausse. Donc aujourd'hui on perd 0,06% à la bourse de Paris. Donc la bourse de Paris a terminé presque stable vendredi, moins 0,06%, reprenant son souffle au lendemain d'une nette hausse au terme d'une séance dénuée de tout rendez-vous macroéconomique majeur. L'indice CAC 40 a perdu 2,47 points à 3925,32 points dans un volume d'échange faible de 2547 milliards d'euros. Parmi les autres marchés européens, Francfort a lâché 0,07% et Londres 0,06%. Par ailleurs, l'Eurostoxx 50 a perdu 0,06%. Le marché a passé la journée en baisse, marquant une pause après avoir pris 1,44% la veille, dans une journée dépourvue d'indicateurs économiques aux États-Unis et en Europe. Le CAC 40 n'a pas été aidé par un début de séance dans le rouge de Wall Street. Donc maintenant, on va écouter ce qui se dit en salle de marché, c'était le résumé de la séance. C'est une séance assez calme qui vient après une semaine marquée par des événements très attendus avec des discours Ben Bernanke qui ont été encourageants pour le marché, explique Andrea Tueni, analyste chez Saxo Bank. Le président de la Banque centrale américaine Ben Bernanke a notamment estimé qu'il était trop tôt pour dire si la Fed réduira son soutien extraordinaire à l'économie dès sa réunion en septembre. La Réserve fédérale américaine, Fed, a indiqué qu'elle pourrait commencer dès cette année à réduire ses rachats d'actifs en cas d'évolution positive du chômage et de l'inflation. Les marchés ont par ailleurs été ralentis par quelques résultats américains décevants, à l'image de Google et Microsoft jeudi soir, souligne M. Tueni. La saison des résultats continue d'être suivie de près par les investisseurs qui ont été peu sensibles à la publication du conglomérat américain General Electric, GE. Le groupe a réalisé au deuxième trimestre des résultats assez contrastés et conformes aux attentes. Par ailleurs, les ministres des Finances et dirigeants des banques centrales des 20 principaux pays riches et émergents, le G20, se retrouvent vendredi et samedi à Moscou. Le sommet sera notamment consacré à la lutte contre l'évasion fiscale et à une économie mondiale fragilisée
par l'essoufflement des pays émergents. Ils passeront probablement la plus grande partie de leur temps à parler de la politique de la Fed et l'impact qu'elle a et qu'elle aura sur l'économie mondiale, estime pour sa part Chris Weston, d'IG. Du côté des valeurs, on s'en avait vu. Ok, après ça va être que le point sur les valeurs. Donc voilà ce qui se disait ce jour, fondamentalement par rapport à la bourse de Paris spécifiquement. On va aller voir également ce qui se dit par rapport aux autres places boursières mondiales. Donc, du côté de Londres, je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre qui se dira. La bourse de Londres a marqué une pause vendredi après sa nette hausse de la veille, alors que les investisseurs étaient refroidis par les résultats décevants des géants technologiques américains. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a abandonné 3,69 points, soit 0,06% par rapport à la clôture de jeudi à 6630,67 points. L'optimisme a reçu un coup sur la tête la nuit dernière alors que deux géants technologiques américains, Google et Microsoft, ont publié des résultats inférieurs aux attentes, a commenté William Nichols, courtier chez Capital Spread. Google a enregistré une croissance moins étincelante que prévu au deuxième trimestre, tandis que le géant des logiciels Microsoft a déçu le marché avec des bénéfices annuels ayant largement pâti d'une lourde charge de dépréciation liée à sa tablette Surface. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Par rapport à la bourse allemande. On fera ainsi un point sur Wall Street et on terminera là-dessus. La bourse de Francfort a terminé la semaine tranquillement, terminant presque à l'équilibre vendredi. Une pause peu surprenante après sa progression de la veille, alors que la séance a été peu animée. L'indice des 30 valeurs allemandes vedettes a reculé de seulement 0,07% à 8331,57 points, et l'indice des valeurs moyennes MDAX a baissé de 0,14% à 14 185 points. Clairement rassuré mercredi et jeudi par des déclarations de Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale américaine Fed, estimant qu'une politique monétaire était encore justifiée, le marché francfortois a marqué une pause vendredi en l'absence de tout indicateur économique d'envergure. Le DAX a finalement surtout été animé par des répercussions sur les actions des groupes allemands des résultats publiés par leurs concurrents. Ainsi, la première place de l'indice a été occupée par le fabricant d'engrais et de sel K+S. On s'en fout. Valeur bancaire, en revanche l'assureur. Ok. Donc le reste on avait vu. Alors, on va terminer par Wall Street. Wall Street miné par les résultats de groupes technologiques. Wall Street a ouvert en légère baisse vendredi, perdant un peu de vigueur qui l'a mené la veille à de nouveaux sommets après des résultats décevants, de Microsoft et de Google. Le Dow Jones cédait 0,16% et le Nasdaq 0,76%. Vers 14h15 GMT, 16h15 HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 24,88 points à 15 523,66 points et le Nasdaq à dominante technologique de 27,30 points à 3 583,98 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 perdait 0,15%, moins 2,47 points à 1686,90 points. Vivifié par les performances de quelques grands noms de la cote, de bons indicateurs américains et des propos rassurants du patron de la Banque centrale des États-Unis, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, plus 0,50% à 15 148,54 points, et le S&P 500, plus 0,50% à 1689,37 points, avait atteint jeudi des sommets jamais vus auparavant, et le Nasdaq, plus 0,04%, a grimpé à un nouveau plus haut depuis 2000. Après cette course au record, les principaux indices font une pause car les investisseurs digèrent plusieurs résultats d'entreprise dans une session sans indicateur majeur attendu, ont relevé des analystes de Wells Fargo. Les bénéfices des groupes technologiques continuent de décevoir, ont-ils ajouté. Les géants des logiciels Microsoft, bon, on s'en fout. Le marché a par ailleurs
tente par ailleurs d'absorber une annonce de la Banque centrale chinoise qui va désormais autoriser les institutions financières à fixer leur propre taux d'emprunt afin de tenter de stimuler la croissance de la deuxième puissance économique mondiale, ont souligné les analystes de Wells Fargo. Parmi d'autres valeurs du jour, bon voilà, après le reste, on avait vu. Voilà donc le contexte fondamental dans lequel on est. Alors sur le chat écrit, il y avait Over qui était là, salut Over. Nico était là. Avez-vous tenté le concours Saxo pour le Tour de France? Alors non, pas du tout, mais je vais regarder de quoi il s'agit. Je vais ouvrir Mumble également. La compétition Saxo a commencé. Compte à rebours avant la fin de la compétition. 2h43 minutes, 58 secondes. 33 des traders niveau local. Niveau international. Ok, et donc tu participes Nico, il y a quoi à gagner de ce côté-là? Il y avait Phil qui partageait une vidéo, on va aller regarder ça. Combien valez-vous? Pour essayer de comprendre comment on se comporte quand on doit partager, nous avons mis sur pied une expérience inspirée d'une recherche menée actuellement par un neuroscientifique à Genève. Le principe est simple, des jeunes sportifs sont invités à pédaler par groupe de 2 sur des vélos d'entraînement. Pour ceux qui s'intéressent de la vidéo, nous on va pas regarder ça parce que c'est pas dans le cadre de l'émission. Salut Alex qui nous a rejoint. Ok, donc, ce qui s'est passé ici en graphe journalier, donc on a le dollar yen, bon, on a fait le point à de nombreuses reprises, on va plutôt s'intéresser à d'autres choses. Donc là, je vais pas parler plus, si ce n'est que je suis toujours vendeur sur le dollar yen. Le CAB, pas grand chose à dire, pas intéressant, des plus bas de plus en plus haut, puis on marque un plus bas que le précédent, mais pas plus bas que le plus bas absolu qui avait été marqué en mars. On est dans une zone d'hésitation qui a déjà été pas mal travaillée. La pression est plutôt vendeuse, donc je privilégierais les prises de position à la vente. Si les vendeurs montrent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché, ce qui n'est pas le cas actuellement, on est plutôt en impulsion haussière. Donc pour le moment, je reste en dehors du marché. L'euro-doll, ici en 80 sur le temps journalier, on est toujours à l'intérieur d'un triangle. On est au milieu de ce dernier, donc pas grand chose à faire. Euro-yen, belle impulsion haussière. Privilégier les prises de position à l'achat, mais pas n'importe comment. Donc là, pour moi, tant qu'on est en dessous des précédents plus hauts, ne pas acheter. On peut vendre si on a une grosse bougie de baisse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas intéressant. L'or, attention, on a tendance à vouloir casser la résistance oblique baissière qui conduit le mouvement de baisse depuis plusieurs mois maintenant, mais sans grande force, hein, donc pas grand chose à dire ce jour. Donc soit on a des vendeurs qui reprennent effectivement en main le marché comme c'était le cas il y a 2 jours, et là on peut avoir un signal de vente intéressant, soit effectivement on casse la résistance oblique baissière, donc là on peut partir sur une position acheteuse, moi j'en serais pas fan parce que la pression et la tendance de fond restent baissière, donc voilà, pour le moment je ne privilégierai ni l'un ni l'autre de ces deux scénarios, et de toute façon c'est une journée calme, donc pas grand chose à faire. Dollar franc suisse en journalier, on est en plein dans un range, donc quasiment rien à faire, un peu comme sur l'euro-doll, même si sur l'euro-doll on est sur un triangle, ici on est sur un range. Bah voilà, on est au milieu du range, donc compliqué de mettre les probabilités dans son sens dans ce cas de figure, ou même d'établir un scénario, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre sans que ce soit clair. Dollar face au dollar canadien, pression acheteuse, attention à la résistance horizontale qu'on a testée récemment, là, la zone qu'on voit ici. Dans les vendeurs qui essaient de revenir, si on reteste le support oblique haussier qui conduit le mouvement de hausse depuis le mois de septembre 2012, si on a des acheteurs qui reviennent à ces niveaux, pourquoi pas acheter et suivre le mouvement. Au niveau de l'argent, un peu même cas de figure que sur l'or. On voit par contre que le mouvement de baisse qu'il y a eu il y a 2 jours est beaucoup plus présent, a été beaucoup moins retracé que ce qu'on a eu sur l'or. Donc pour le moment, on peut plutôt privilégier prise de position à la vente sur l'argent, mais c'est plus un timing excellent. Voilà, là il y a 2 jours c'était excellent, même si derrière en fait ça n'aurait pas été particulièrement bon, on aurait plutôt perdu de l'argent, on pourrait rentrer un meilleur compte aujourd'hui. Là le timing n'y est plus, donc attendre une belle bougie de baisse désormais pour shorter et jouer la poursuite de l'impulsion baissière de fond. On voit ici en journalier que depuis plusieurs mois on est vendeur. Alors sur la UD/USD, privilégier les prises de position à la vente. Hier on a eu une belle bougie baissière, ça peut être une prise de position potentielle, même si j'aurais préféré attendre la cassure des précédents plus bas. Les acheteurs qui reviennent légèrement, donc pour le moment pas de prise de position. Euro, livre sterling. Alors sur l'euro face à la livre sterling, on est dans une zone de distribution assez forte. La dynamique de fond est haussière, donc privilégier les prises de position à l'achat. Cependant, peut-être attendre la cassure de la résistance oblique baissière, donc de l'espèce de drapeau ou de triangle dans lequel on est, pour entrer dans le sens de l'impulsion de fond. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Alors si on se met en weekly,
Non, rien d'intéressant. Donc voilà, pas grand chose à faire pour le moment sur l'euro face à la livre sterling. Euro franc suisse, bon bah comme dit précédemment, on peut jouer avec ce seuil des 1.20. Donc si on marque un point bas et qu'on a les achats qui reviennent, on peut acheter. Là ça n'est pas le cas, donc pas grand chose à faire pour le moment. AEDGPY, on commence à s'accumuler, la pression de fond est plutôt baissière, donc privilégier les prises de position à la vente, mais pour le moment pas de signaux. Sur le Dow Jones ici, j'ai dit hier que j'étais plutôt acheteur, qu'on venait de casser les pressions en plus haut, on était en impulsion, donc très bien. Donc là, bah, toujours plutôt acheteur, mais par contre, si hier on pouvait rentrer, puisqu'on était en plein impulsion, ça n'est plus le cas aujourd'hui, donc voilà, attends effectivement que les acheteurs prennent en main ce marché. Si on doit rentrer et qu'on est obligé de rentrer, bah, acheter maintenant, pourquoi pas. En tout cas, plutôt acheteur que vendeur. Par contre, si on peut attendre un signal plus clair et rentrer avec un meilleur timing, effectivement en grosse impulsion, à ce moment-là, on pourra attendre cela. Sur le pétrole, on a eu une bougie de baisse significative ce jour. Enfin, pas significative en fait, on a eu une tentative de hausse qui a échoué. Les vendeurs qui sont revenus, donc on a une ombre qui est apparue. Donc on a une espèce de doji, donc pas très clair. Privilégier les prises de position à l'achat dans le sens de l'impulsion, mais pour l'instant, ça n'est pas le bon timing et il n'y a pas un bon signal d'entrée. USD, HKD, un peu même scénario sur l'euro. Franc suisse, et pour le moment, il n'y a pas de signal clair. AUD, CAD, ici en graphique journalier. Pression de fond vendeuse, on a cassé les pressions plus bas, on est revenu sur nos pas. Hier, on avait un très beau point d'entrée à la vente. Ce jour, si on n'est pas rentré hier, on peut attendre un signal plus clair. Si on est vendeur, on peut rester vendeur, c'est pas mauvais. NZD, USD, pression de fond vendeuse, attendre un retour des vendeurs pour éventuellement shorter. C'est pas l'idéal non plus, hein, y a mieux à faire à mon avis, notamment sur les devises par rapport au dollar australien. On a des comportements assez proches mais plus prononcés, donc privilégier ces derniers. Du côté du VIX, pas grand chose. Attendre un signal de hausse pour acheter. Pareil, on n'est pas tout à fait proche, mais on n'est pas loin de seuil qu'on va rarement voir historiquement sur les dernières années, donc on peut en profiter. On termine avec le CAC 40, qui est ici en graphique journalier. La dynamique de fond est haussière. Là on la voit bien, mais donc des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Les acheteurs tentent de revenir, alors soit on repasse acheteur une fois qu'on a cassé les précédents plus hauts, soit on achetait sur la phase de repli avec les acheteurs qui revenaient ici. Donc on avait un signal d'achat potentiel pour ceux qui avaient un biais acheteur le 26 juin. Désormais on pourra en avoir si on casse les précédents plus hauts, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà donc le point de vue technique sur l'ensemble des paires majeures. On ira voir ensuite des paires qu'on a moins l'habitude de voir, en tout cas des paires et des produits qu'on a moins l'habitude de voir. Moi j'ai eu presque plus 7% avec une bonne gestion du money management, disait Nico, qui nous publie un lien par rapport à la compétition de Saxo Bank, on va aller voir ça. Merci Nico. Donc ici on voyait bénéfice perte sur marge non réalisée 6687. Ah oui d'accord, donc c'était un capital de départ de 100 000. Et donc il y avait une position en cours de 65 €, mais de très bons résultats. Bravo à toi Nico, mais je crois que les premiers ils ont des résultats vraiment assez impressionnants. C'est quoi? C'est pendant toute la durée du Tour de France, c'est ça? Parce que je voyais qu'il y avait marqué qu'il restait plus que 2 heures, donc c'est chaque jour, chaque étape, il y a des nouveaux classements. Comment ça se passe Nico? Si tu peux nous en dire plus. Et ce qui a gagné, etc. Ça peut être intéressant. Alors, on va aller du côté des blogs, on va aller voir le biais du trader. Aujourd'hui c'est pas passé grand chose, donc on est passé assez vite sur les analyses techniques. Alors, il y avait un point sur Air Liquide, ça va pas m'intéresser particulièrement. C'est assez spécifique par rapport aux actions, soit Air Liquide, soit Orange. Ça m'intéresse pas. C'était Enlil, donc Benoît Rousseau, du site d'Enlil, qui avait fait le point sur sa journée du 18 en vidéo. C'était une première pour lui, on va regarder sa vidéo. Donc son bilan de trading d'hier, vous pouvez le retrouver sur son blog, je vous mets le lien sur le chat écran. Ma première vidéo, c'est une vidéo d'essai. Hein. L'objectif pour moi est de voir si je peux faire une vidéo en moins de 5 minutes. Donc là il est 18h23, l'objectif c'est de faire un petit bilan très rapide de la journée. De l'envoyer sur YouTube, de le mettre sur le blog.
en 5-6 minutes, plutôt que d'écrire tous les soirs un article qui va me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc pour essayer de gagner du temps, je tente cette expérience. Donc c'est vraiment la première vidéo, c'est uniquement une vidéo d'essai pour avoir vos retours, à savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que je dois parler plus fort, monter le son un peu plus, ça ne marche pas avec tel ou tel navigateur, etc. etc. Donc aujourd'hui on a eu une journée boursière, on ne peut plus classique, hein, depuis début juillet on est habitué. On suit le trend, ça monte, ça monte, ça monte. Alors j'ai eu une amère déception parce qu'hier mon stop profit a été touché à 8175. J'attendais depuis quasiment 4 journées de boursière qu'on monte au-dessus de 8300 pour pouvoir remonter mon stop sur 8275. J'avais un pas de 100 points à chaque coup. Donc hier stop touché et puis aujourd'hui on est voilà, avec 24 heures de retard, enfin 24 heures plus tard, on a exactement fait ce que j'avais prévu, sauf que j'ai pu mes lots DAX, donc là ça fait quand même un petit peu mal, hein, 150 points de moins sur pas mal de lots en DAX, je vous laisse calculer, on est dans l'ordre d'un non-gain, j'allais dire d'une perte, mais plutôt d'un non-gain à 4 chiffres, bon bah tant pis pour ce coup-ci. Voilà, rien de particulier, on monte, on monte, on monte, on est au mois de juillet, donc on monte, hein, quasiment comme tous les mois de juillet, avec très très peu de volatilité, donc c'est là où il faut se méfier, essayer de préserver ses positions. Alors, j'avais fait cette vidéo surtout pour vous montrer le petit côté comique de la journée pour moi. J'ai tradé à 9h, j'ai revendu à 9h01 ici sur cette bougie pour jouer le rebond sur le support S1, donc le plus bas a été à 8218.8, donc je vais vous montrer à combien j'ai pu choper le DAX à 9h, à combien j'ai revendu. Donc voilà, j'ai chopé le DAX à 8222.8, j'ai revendu à 8225.8, donc 3 points de gain par lot, donc on est très précisément ici, et donc vous voyez le reste de la journée. Voilà, on a cessé de monter, pour clôturer 100 points plus haut. Donc là, c'est quand même un petit scalp de 3 points positifs qui coûte bien cher. Donc déception, j'en suis presque amusé parce que c'est hélas assez classique. Content d'avoir chopé le plus bas du jour et super heureux de m'être fait 3 points dessus alors que c'était une journée à 120 points, quoi. Donc voilà, bon, c'est le fin de la test de la vidéo, ça fait 3 minutes et je vais voir tout le reste de l'aspect technique. Donc en théorie, si tout va bien à partir de lundi, je vous fais des vidéos de fin de séance beaucoup plus intéressantes que celle-là, qui est vraiment un test fait en moins de 4 minutes, avec des trades développés, pourquoi j'ai pris position à ce moment-là, à tel endroit, et mon sentiment global sur les marchés. Bon, ici, le sentiment global, hein, vous savez, c'est ce que j'ai écrit depuis 15 jours, ça monte. Donc, allons-y. Bon, j'aimerais bien quand même reprendre sur un retracement. À mon avis, on va quand même essayer de venir retaper sur 8003. Donc, il y aura peut-être des choses à faire demain vers 8280, 8003. Peut-être pour jouer une première réintégration sur 8003. Mais bon, ça, c'est demain. On verra bien. Voilà donc le point réalisé par le Benoît Rousseau, donc du blog enlil.com. Je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Alors oui, c'est un classement final sur 3 semaines avec quelques lots. Les premiers prix est un vélo Saxo d'une valeur de 7500 €, livré avec le PO Nico devant des fils. Alors, on va aller voir du côté des autres blogs. Il y a le bilan de la semaine des traders sur enlil.com. On va lire ça tout de suite. Donc Monkeys Weekly Rewind épisode 24. Semaine très calme où même le discours de Ben Bernanke n'a pas réussi à sortir les marchés de leur torpeur estivale. Son intervention devant le Sénat américain était en effet dans la même veine que ses précédentes interventions, répétant qu'une diminution des rachats d'actifs était possible à partir de l'automne pour s'arrêter en 2014, mais il n'y avait pas de calendrier préétabli et que tout dépendrait des chiffres économiques.
Il a quand même indiqué, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'ici, que le taux de chômage n'était pas forcément le seul indicateur pertinent. Il a également exprimé sa confiance dans l'économie américaine qui résiste très bien malgré le resserrement de la politique fiscale en cours. Sur les chiffres publiés cette semaine, l'incompréhension grandit entre les créations d'emplois qui restent dynamiques aux alentours de 160 000 par mois et un taux de croissance qui a l'air de diminuer. Le consensus pour le second trimestre s'établissant dorénavant en dessous de 1%, ce qui suggérerait une productivité très médiocre. Nous en aurons confirmation fin juillet et en août. Rien à signaler en Europe où la stabilisation de la situation économique se confirme, mais cela reste extrêmement fragile. En Espagne par exemple, où les créances douteuses ont recommencé à augmenter avec un stock de 70 milliards d'euros et des prix de l'immobilier qui continuent de baisser. L'exécution budgétaire est par ailleurs décevante et le pays qui est noté à un cran seulement de la catégorie spéculative avec des perspectives négatives risque de se voir dégradé à n'importe quel moment. En Chine, la situation semble également être plus sévère que prévu, avec un ralentissement plus prononcé qu'attendu et un système bancaire qui inquiète de plus en plus. La bourse de Shanghai a ainsi perdu 3% cette semaine après son rallye de fin juin, début juillet. Petite tension sur les taux français par rapport aux taux allemands suite à la dégradation de Fitch, dernière agence qui notait le pays AAA. Le spread a ainsi repris 20 points de base depuis fin mai. Épiphénomène ou début d'une tendance plus lourde. Ce spread mérite en tout cas qu'on le surveille. L'événement de la nuit a été la faillite de la ville de Détroit aux USA, épilogue d'une histoire de déclin inexorable en tandem avec l'industrie automobile. Ce n'est pas à proprement parler une surprise, tant les finances de la ville étaient dégradées. Mais cela laisse quand même près de 20 milliards de dollars de dettes. A noter que malgré les discours rassurants des membres de la Fed, le taux à 10 ans des USA reste aux alentours de 2,50%. Le pétrole WTI poursuit sa progression et dépasse maintenant le Brent pour la première fois depuis 3 ans. Alors que le Brent est stable depuis le début d'année, le WTI gagne près de 15%. Ceci est clairement un facteur négatif pour l'économie américaine et pour les perspectives d'inflation. Rien à signaler du côté des devises qui restent étonnamment stables. Voilà ce qu'on pouvait lire du côté de Margin Call. Alors effectivement, l'événement de la nuit, c'était la faillite de la ville de Détroit. On va aller lire l'article qui a été publié justement sur Margin Call par rapport à cette ville de Détroit. Alors, Détroit en faillite, histoire d'une reconversion ratée. Détroit vient à l'instant de se placer sous Chapter 9. Cela fait classe à placer à la machine à café le matin, c'est-à-dire la loi sous la protection des faillites pour les municipalités. Ce n'est pas nouveau. Voici les raisons de cette chute. Depuis 1950, la population de Détroit a baissé de 63%. Le taux de chômage vient de toucher 18,6%. Moins de 50% de la population en âge de travailler travaille. Détroit a un énorme taux de criminalité. Le temps moyen de réponse des services d'urgence est de 58 minutes. 78 000 bâtiments sont abandonnés. 12 000 feux déclarés par an. 40% de l'éclairage public ne fonctionne pas. Détroit a 18,6 milliards de dettes, dont 14 milliards de dettes long terme. Un budget déficitaire de 327 millions de dollars en 2013. Au-delà de tous ces chiffres, ce qui vient de leur arrivée ne sont que les conséquences d'une seule et unique chose, l'absence d'adaptation. Détroit a vécu sur une rente jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Détroit a été la capitale culturelle de la Motown et de la Techno from Détroit. Cela ne fait plus recette. Détroit a été la capitale de l'industrie automobile qui a fait travailler des centaines de milliers de personnes. C'est l'exemple parfait d'une ville qui n'a pas su s'adapter au changement industriel. Elle a persisté en même temps que la désindustrialisation de la région. Ce sont les hauts fourneaux des États-Unis. La preuve, encore une fois, comme disait Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni celles qui sont les plus intelligentes. Non, ce sont les espèces qui s'adaptent le plus vite au changement. Et comme dirait la gueule de Margin Call, le chemin pour sortir de la banqueroute est Détroit. Ok, ça on avait vu. Donc ça c'était bon. Alors on va aller regarder du côté de... Alors on a vu Margin Call, buildtrader.com. Là ça va être tout pour le moment. Alors si vous avez des articles, des choses intéressantes, n'hésitez pas à les faire partager si on va aller voir d'autres produits.
Oui, c'est un classement final, on avait vu. Argent, 100 aujourd'hui ou 102 demain. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Phil? 100 aujourd'hui ou 102 demain? J'ai pas bien compris. Hugo qui disait, moi je n'ai pas joué la première place, mais j'essaie de trader correctement avec la rigueur, un compte à 100 000 euros. Pour info, j'ai tradé que le CAC 40 avec un levier max de 2. Ok, ouais, donc ces 7% sont plutôt pas mal. Le CAC a bien monté, donc tu as dû pas mal acheter. T'es combien au classement actuellement, Nico? Alors là, on va aller voir. D'autres paires, d'autres produits. Alors. On va aller voir, tiens, les marchés japonais qui avaient énormément monté pendant un moment, où ils en sont maintenant. Alors, je vais voir si j'arrive à retrouver ça. Voilà. C'est un graphe journalier. On n'a aucun recul, donc je vais aller voir directement sur... Je vais plutôt sur TradingView. Là, c'est quoi ce bordel? On met un graphique. Full screen. Alors, il est très complet, hein, ça. Je vais vous mettre l'adresse, là on l'a donné, TradingView, pour voir les graphiques sur internet, et puis il y a plein de repères et tout, c'est vraiment intéressant. Mais là du coup, au contraire, je voulais... tout supprimer et j'y arrive pas. Bon. Merde. Voilà. Désolé hein, pour ce contretemps. Super ta vidéo, si une voiture te shoot direct, tu n'as pas le temps de dépenser ton billet.
Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Invalide symbole. Putain. Nikkei 225. Voilà. Journalier, oui. Ok. Ok. Donc voilà le Nikkei, ce qu'il donne en graphe journalier. Alors, ouais. Bon, alors je suppose qu'on voit pas bien là. Donc en 2008, pendant la crise de subprime, donc on avait des points hauts qui étaient marqués à 17 571. On a marqué des points bas en 2009, début 2009, à 6 900, à 7 000 environ. Ensuite, on est bien remonté. Là, récemment, on a touché les 15 000, même les 16 000 points. On est bien revenu en arrière. Très gros rebond, hein. Ça fallait s'y attendre au vu de la force avec laquelle s'est tendu l'élastique. Bah forcément la correction a été franche également, un peu comme ce qu'on a eu sur le dollar yen. Derrière on a eu un point d'entrée qui aurait pu être intéressant, donc on va zoomer sur cette période. Ok. Voilà. Donc vous voyez, très grosse hausse, ça c'était la dévaluation du yen japonais par sa banque centrale qui a amené un effet de boost sur les marchés actions japonais. La phase de correction importante qui s'est terminée le 13 juin, donc mi-juin. Derrière les acheteurs sont revenus, donc là on avait un point d'entrée très intéressant le 21 juin. Actuellement on a des acheteurs qui reviennent pas mal. Moi comme vous l'avez vu sur le dollar face au yen, je suis plutôt vendeur. Tant qu'on est sous les précédents plus bas, ce sera un peu le même scénario que je jouerai par rapport au Nikkei. Pourquoi ça? Parce que effectivement cette très forte impulsion n'est pas naturelle. Ce passage très rapide, donc je vous rappelle qu'en novembre 2012 on était à 8171 alors que le 21 mai 2013 on était à 16 000 points. Donc ça fait quand même une progression de près du double, hein. On a progressé de 100% quasiment en l'espace de 8 mois. Donc c'est complètement dingue pour un indice, surtout un indice représentatif d'une économie aussi importante que l'économie japonaise. Donc désormais je pense que ça a été pricé. Là on a eu une phase de repli très forte. Donc c'est un premier appel d'air. On peut avoir de premiers signaux pour ceux qui guettaient à partir de fin mai. Maintenant il fallait quand même être agressif. Derrière, là on a un retour des acheteurs vraiment important, mais pas non plus suffisant pour casser les précédents plus hauts. Donc pour moi, tant qu'on est sous les précédents plus hauts, là si on a une bougie clairement baissière, je n'hésiterai pas à shorter ce marché en protégeant sous les précédents plus hauts ou en sortant plusieurs fois avec un dernier stop sous les précédents plus hauts. On va chercher par exemple un ralliement, pourquoi pas des plus bas qu'on a marqué récemment. Donc voilà, fondamentalement pour moi, ce qui devait être pricé l'a déjà été. Si on casse les précédents plus hauts, eh ben, j'admettrai que j'ai une mauvaise vision des choses, et de toute façon c'est pas toujours évident de savoir ce qui a été pricé, ce qui n'a pas été. Mais tant qu'on est en dessous, je pense qu'on peut prendre des positions de manière intéressante avec des ratios gain-perte positifs et assez larges, et donc se protéger de manière intéressante et cohérente au-dessus de précédents plus hauts qui ont été marqués quand même sur des excès, hein, puisque ce type de politique monétaire forcément amène de l'excès. Donc voilà mon point de vue qui est assez proche de celui que j'ai sur le dollar yen, par rapport au Nikkei. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Si vous avez des idées de produits à regarder, n'hésitez pas. Alors, Overkill, c'est un lien. Alors, c'est un lien sur les Échos, on va lire ça. La France prévoit d'emprunter entre 6,5 et 7,7 milliards d'euros à court terme lundi. Donc, la France prévoit d'emprunter entre 6,5 et 7,7 milliards d'euros à court terme lundi, a annoncé vendredi l'agence France Trésor, AFT, chargée de placer la dette sur les marchés. Lors de cette émission, la France prévoit d'emprunter entre 3,6 et 4 milliards d'euros d'échéance 3 mois, donc 13 semaines, et entre 1,3 et 1,7 milliards à échéance 6 mois, 22 semaines, et entre 1,6 et 2 milliards d'euros à échéance 1 an, 52 semaines. Lors de la dernière opération similaire, le 15 juillet, la France avait accordé un taux de 0,027% à 3 mois, 0,048% à 6 mois et 0,124% à 1 an. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Alors un petit mot là par rapport à TradingView, ce que je vous ai mis tout à l'heure, et le logiciel avec lequel on regardait, le site plutôt avec lequel on regardait
le graphique du Nikkei. C'est très bien, il y a une grosse communauté, chacun poste ses analyses. On peut relayer et participer en direct, on peut avoir tout type de représentation graphique, enfin en tout cas énormément de types de représentation graphique qu'il existe, notamment certaines qui ne sont pas toujours faciles à trouver, je pense aux points figures, des choses comme ça. Donc très intéressant, un TradingView, très élaboré, vraiment c'est remarquable techniquement ce qui a été fait. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter, je vous avais mis le lien sur le chat écrit. Alors ça on avait vu, Phil Cusack en parlait dans une de ses anciens webinaires. Psychologie du trader, en débutant trader, c'est la plus grosse difficulté de débutant, laisser courir les pertes et pas les gains. Cette vidéo l'illustre bien je trouve. On va regarder la vidéo donc, qui a été partagée par Phil. Merci pour le partage. Argent, 100 aujourd'hui ou 102 demain. Avec cette petite expérience dans la rue, on va voir comment l'appât du gain l'emporte sur la raison, ou autrement dit, comment lorsqu'il s'agit d'argent, nous perdons toute logique. Regardez. Je vous propose 100 francs dans une année ou 102 francs dans une année et un jour. Vous choisissez quoi? 102 francs. Vous attendez un jour de plus? Pourquoi pas? Si j'ai attendu une année, 365, je veux bien attendre 366. Et puis maintenant, si je vous propose 100 francs tout de suite ou 102 francs demain, vous choisissez quoi? C'est une bonne question. Ouais, c'est tout de suite. Là. 100 francs tout de suite. Pourquoi? C'est pas logique. C'est plus avantageux. Ah bon? Expliquez. Un tien est mieux que deux, tu l'auras. 100 francs tout de suite? Vous voulez pas attendre pour avoir plus, vous? Non, Pourquoi? parce qu'on ne sait jamais. Je préfère maintenant tout de suite. Mais demain, ça ferait plus d'économies, vous aurez 102 francs. Non, c'est mieux que... Ouais. Non, il peut arriver quelque chose là. Maintenant on marche, il y a une voiture qui nous chute, on meurt, on n'a pas les 100 francs. 100 francs tout de suite. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin maintenant, je suis en ville. Tandis que demain, on va même pas vous voir, on vous connaît pas. Maintenant. Pourquoi? Parce que mieux vaut l'œuf aujourd'hui que la poule demain. Peut-être que demain on se verra pas, ou peut-être que vous viendrez pas pareil, j'en sais rien. Comme ça c'est fait, j'ai pas besoin de vous revoir, je suis tranquille, je pars avec mes 100 francs et voilà. 102 francs. Vous attendez un jour? Ouais. Puis maintenant, si je vous propose 100 francs tout de suite ou 102 francs demain, vous choisissez quoi? 100 francs tout de suite. Pourquoi? Pourquoi pas? Moi, je me dis que une année d'attente, que ce soit une année et un jour, ça fera 366 jours, ça reste bénin par rapport à la marge. Et puis que, autrement, si c'est aujourd'hui ou demain, je me dis qu'en un jour, on fait plus que 2 francs de bénéfice sur 100 francs, donc il y a toujours à gagner. Face à un billet de 100 balles à empocher tout de suite, on perd donc toute logique. Si ça se passe dans une année, on est prêt à attendre, mais quand la perspective du gain est toute proche, on veut encaisser le fric immédiatement. Et on trouve n'importe quel argument pour justifier cette impatience et ce choix irrationnel. Voilà, effectivement, vidéo très intéressante par rapport à la psychologie liée au trading qui a été partagée ici par Phil. Merci. Alors, sur ce, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous avez des choses que vous avez repérées sur des graphiques? N'hésitez pas à participer via le chat écrit, à partager vos graphiques, vos visions, etc. Salut également à ceux qui sont là sur le Mumble. Autrement, s'il n'y a pas plus de choses qui sont dites, il nous reste encore un peu plus de 10 minutes d'émission. On va aller voir des publications importantes et intéressantes ce jour, qui était une journée des 3 sorcières. Alors sur le chat écrit, non, pas de réaction pour le moment. Il y avait Philippe Béchade, ouais mais là, c'est pas tellement bien dans le cadre. L'Allemagne n'espionne pas ses citoyens, affirme Merkel. Pas d'effet Bernard pour l'euro-dollar. Commission d'intervention plafonnée, ça c'est intéressant. Donc les associations quand même de défense des consommateurs en France fonctionnent. On le voit avec ces commissions d'intervention plafonnées. Google et Microsoft qui déçoivent, c'était le point en direct du floor new-yorkais. Affaire Cahuzac, Moscovici répond aux accusations de Courson. Corée du Sud, Séoul remercie Panama. Bilan hebdo, bonne stat, mais l'écho va-t-elle mieux? Béchade et Cusack dans l'intégrale bourse. Je suppose que vous l'aviez entendu. Décideur TV, je vais vous mettre les liens plutôt que de les regarder, parce que c'est pas... Avant on le faisait dans le cadre du live, vous vous rappelez, on est beaucoup plus de temps. Là, justement, le but de l'émission, c'est pas de regarder des vidéos, mais bien d'être dans le live, dans l'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une journée très calme, donc forcément, on a moins de choses à regarder, moins de choses à dire.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt vous laisser les liens vers les vidéos que je juge intéressantes. Et en revanche, moi, si vous avez des articles et des choses à publier, là, je les lirai. Moi, je vais faire le travail de donner et de partage des vidéos intéressantes, mais on va pas les regarder. Il y avait également Franklin Pichard, directeur de Barclays Bourse, qui présentait les recommandations pour Décideur TV en ce vendredi 19 juillet 2013. Donc article très intéressant, hein, avoir des gérants aussi importants qui donnent leurs avis gratuitement. Il faut savoir le prendre en compte et en profiter. Merci. Alors, Ricardo qui disait « Phil, t'as pas des figures harmoniques comme tu sais si bien les faire ?» Alors Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. C'était un lien vers Twitter, le Twitter de Tonton. Effectivement, je retweet des fois parfois certains de des figures harmoniques qu'il repère et qu'il trade. Alors, ici sur l'argent, donc il présentait ses différents trades, on va regarder ça. Donc il a eu deux achats, donc à 19,37 et à 19,35. Il a fermé à 19,494, donc des profits intéressants. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ici en journalier sur l'argent, il avait une figure en AB et CD, et pour lui on pouvait remonter, puisqu'on avait atteint l'objectif potentiel. Donc voilà, en tout cas, vous avez le lien vers le Twitter de Tonton si ça vous intéresse. C'est sur le chat écrit partagé par Phil. Alors moi, si je vais regarder un peu ce qu'il y a d'intéressant. DailyFX France disait la réunion du G20 et le résultat des élections japonaises sous les projecteurs. Il y avait un article à ce sujet sur DailyFX. Je vais vous lire un rapide résumé, je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Les marchés monétaires ont tourné leur attention vers les résultats d'une réunion du G20 en Russie et des élections à la Chambre haute au Japon ce week-end. Point important, les dollars aussi et néo-zélandais pourraient s'apprécier si une coordination sur la relance émergeait du G20. Le yen monte en flèche et le Nikkei s'effondre avant les élections à la Chambre haute. Il n'y a essentiellement plus d'annonces importantes sur le premier plan sur l'agenda en cette fin de semaine de trading et les marchés tournent donc leur attention vers les résultats de deux événements clés prévus ce week-end. D'abord, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se rencontrent pour une réunion de 2 jours à Moscou. Voilà, donc là c'était un point sur le G20 qui va avoir lieu, qui sera important et qui pourra amener des mouvements significatifs sur les marchés. Je vous laisse le lien. C'est lui qui est de garde. Ok. Alors, ça c'était vu. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, Bozin, de l'attente. François Hollande rencontre enfin son principal adversaire, la finance sans visage. Ça c'était un point réalisé par La Tribune. On lit rapidement cet article. François Hollande rencontre enfin son principal adversaire, la finance sans visage. Là, pareil, je vous lis le début de l'article et je vous laisse le lien. Le président de la République reçoit les patrons des grandes banques françaises ce vendredi, une première depuis le début de son mandat. François Hollande a rendez-vous avec son principal adversaire, la finance sans visage, ce vendredi après-midi. Le président de la République recevra le comité exécutif de la Fédération bancaire française, FBF, à savoir Jean-Paul Chifflet, à la fois président de la FBF et patron du Crédit Agricole, ainsi que les dirigeants de la BNP Paribas, de Société Générale et du groupe BPCSE, du Crédit Mutuel et de la Banque Postale. Autant de représentants de cette finance que François Hollande avait décrite comme son principal adversaire lors de son discours du Bourget du 22 janvier 2012. Discours au cours duquel il avait promis de couper les banques en deux, avec d'un côté les activités de collecte des dépôts et des prêts à l'économie et de l'autre les activités de marché. Voilà donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse ce lien vers La Tribune. Merci pour tous ces liens Fab et EF4, pas de problème. Moi je suis là pour ça et l'émission est là pour ça également. Synthèse de la semaine boursière, les places financières sur un petit nuage. Ça c'était un point réalisé par Investir. Twitter, un outil maintenant d'information très important et très intéressant. Vous voyez, très rapidement, on peut avoir beaucoup d'informations, voir ce qui fait l'actualité. Les places financières sur un petit nuage, le nouveau discours de Ben Bernanke devant le Sénat américain a été bien accueilli et la saison des résultats commence plutôt bien, Microsoft mis à part. Mois de juin frisqué, mois de juillet ensoleillé, la bourse de Paris profite aussi du retour des beaux jours. Les semaines se suivent et se ressemblent puisque c'est encore le discours de Ben Bernanke qui a réchauffé les places financières. Le président de la Fed a renouvelé son exercice pédagogique, cette fois devant le Sénat américain. Son discours était sans surprise, mais il a de nouveau enfoncé le clou. La politique monétaire restera généreuse encore longtemps.
Et plus important, il a dressé une ligne claire entre d'un côté le ralentissement des rachats d'actifs et de l'autre la remontée des taux d'intérêt. Les places boursières ont pris acte et poursuivi leur ascension. À Wall Street, les indices ont franchi de nouveaux sommets. Dire ci contre, le marché américain a également profité d'un bon début de saison des résultats trimestriels, à l'exception de Microsoft, Google et AMD qui ont déçu. Voilà, pareil, je vous laisse le lien. Alors, il y avait... Donc ça, on va laisser. Je vois pas, vous pouvez me suivre également sur Twitter. Vous avez les liens en haut à gauche, au-dessus du cas de diffusion. Alors, Ricardo qui disait FBF, ça me dit quelque chose, un certain FBF. Tout à fait, ouais, il venait souvent. Fable fabuleux... Zéphile, non, mais oui, FBF, c'était quelqu'un qui venait régulièrement sur le chat écrit, également sur le chat audio. Il y avait un lien, d'accord, partagé par Phil, à propos justement de Fable Fabuleux, donc Fabrice Tour, le mec de Goldman Sachs qui a été jugé, trader français chez Goldman Sachs, qui sert un peu d'exemple en ce moment aux États-Unis. Alors, le procès de Fable Fabuleux ou le petit chaperon rouge à Wall Street. Le français Fabrice Tour, dit Fabulous Fab ou Fable Fabuleux, est accusé de fraude lors de la vente d'un placement financier complexe en 2007, à quelques mois du début de la crise des prêts immobiliers à risque. Le procès de cet ancien courtier de la banque d'affaires Goldman Sachs est ouvert ce lundi. Poursuit morceau choisi de la défense. Voilà, donc ça on avait vu. Alors, on va enchaîner avec un coup d'œil du côté des robots que l'on teste, notamment de RGE Peking. Je vous rappelle que sur le site, vous avez des liens vers plusieurs robots qu'on a l'habitude de tester. Qu'on teste parfois pour certains depuis des années. Donc là, vous avez RGE Peking qui ne traite que la nuit. Voilà, donc plus 100 pour 23% depuis 2 ans. Là, ce mois-ci n'est pas excellent, on perd 1,30%, ça fait suite à 3 mois consécutifs de profit. Ça a été mis à jour il y a 4 minutes. Cette semaine, on a perdu 0,58%. On a à 900 trades là, avec ce robot, donc depuis 2 ans et demi, depuis le mois de mars 2011. Donc c'est un test quand même très intéressant chez un broker sérieux qui est Alpari UK. Donc des résultats tout à fait encourageants, un facteur de profit seulement de 1,13, ce qui n'est pas énorme. Mais en revanche, l'objectif étant 4 fois plus petit que le stop loss, un peu moins que ça, mais à peu près. On a 82% de trades gagnants pour 10% de trades perdants avec ce robot. Donc ben voilà, moi je sais que si j'avais simplement lancé ce robot et j'avais rien fait, j'aurais gagné énormément d'argent ces dernières années. Et pourtant, vous l'entraînez manuellement en travaillant énormément, j'en ai perdu beaucoup. Donc ça aussi c'est une base de réflexion, hein. Soit on veut vraiment gagner de l'argent, soit on veut beaucoup trader. Souvent les deux ne sont pas tout à fait liés. Je vous ai laissé ici un lien pour ceux que ça intéresse. Ricardo qui disait sur l'or, un short intéressant sous la résistance au Big Bestiaire. Je suis d'accord avec toi Ricardo, simplement moi sur l'or dont on peut parler et qu'on a regardé tout à l'heure, l'or qu'on peut voir ici, j'attendrai un signal baissier fort. Donc par exemple j'aurais pu prendre position il y a 2 jours, donc plus bas que les cours actuels finalement. Mais là pour moi au niveau du timing c'est pas bon, moi j'attends plutôt effectivement que les vendeurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Mais on est sur une zone de résistance intéressante, donc surveiller ce type de signaux peut être intéressant. Alors, un petit mot par rapport à nos positions, puisqu'on arrive en fin d'émission, on va encore lire 1 ou 2 articles ou 1 ou 2 dépêches avant de se quitter quand même. Mais avant ça, je fais un point donc avant ce week-end sur ce qui se passe. Il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine sur le compte. Il nous reste 2 positions. Donc là, le CAC, on a repayé des commissions. C'est un peu bête, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Puisque en futur, on arrive à l'expiration. Donc on a pris une perte de 82,60 € et j'ai rouvert au cours actuel avec une position désormais qui perd 3,60 €. Position ouverte à 3914 et stop loss potentiel à 4060 points, sachant qu'on a 40 centimes de le point. Donc voilà. Position qui reste assez faible puisqu'il restait qu'un tiers de la position initialement ouverte. Autre position en cours, le dollar yen avec 1 mini-lot d'ouvert, donc 1 $ du point. Et on a une petite baisse actuellement. On a une belle hausse là les 2 derniers jours. Pour le moment on reste assez loin, on va dire en fait à mi-chemin entre le premier stop loss qui fermerait un tiers de la position et le point d'entrée. Donc ça je laisse courir, donc 2 positions en cours, une perte de 93,44 €, une équité qui s'élève actuellement à 10 256 €. Je rappelle que c'est un compte qu'on a commencé à 10 000 € le 24 juin dernier. Le but étant à long terme de surperformer le CAC 40, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le CAC a fait des très bonnes performances depuis le 24 juin, je crois qu'on doit être à plus de 6%, alors que nous avons pris seulement 2,56%. Donc pour le moment c'est un compte qui est positif, donc c'est bien, le travail est régulier et sérieux, il y a une vraie logique derrière, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Mais concrètement dans les chiffres, pour le moment, le CAC fait mieux que nous. On verra à terme, bien sûr, le but c'est quand même de faire le bilan au bout de au moins quelques mois, là c'est encore trop tôt, que ce soit en bien ou en mal. Donc voilà, pour l'instant je laisse courir, j'ai tout qui est clairement prévu en termes de money management, de sortie, etc.
Fab a un train à prendre, demandait Phil. D'accord. Ah oui, d'accord. Qui dit ça par rapport à Bretigny, donc il disait humour noir. Parce que je parle vite, je suppose. Non, mais j'essaie de donner le maximum d'informations. On a peu de temps chaque soir, donc voilà, le but c'est quand même de faire quelque chose d'assez concis et que les gens, en écoutant 1 heure, ils aient l'essentiel de l'information. Alors, on va essayer. Terminer. On termine, tiens, je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Trade Life Future, qui est le site d'un ancien membre du site, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il venait très souvent. Je vous laisse un lien vers sa chaîne YouTube, parce que je vois pas le lien vers son site. Ah si, Trade Life Future Quentin, je vous laisse le lien vers son site également, on écoute ça. Bonjour à tous, en ce 19 juillet, on est vendredi, on n'a pas grand chose au calendrier économique à surveiller aujourd'hui, donc on va regarder les news qui vont sortir dans 2 minutes, qui pourraient influer sur le pétrole. Et on note qu'on est en réunion du G20 aujourd'hui, toute la journée. Et on a une volatilité qui est quand même assez forte. Donc première chose, on va regarder donc le tableau d'échange. On voit que le Nikkei d'ailleurs a fermé dans le rouge cette nuit. On voit des bons du trésor qui sont dans le vert aux États-Unis, le Dow qui est légèrement dans le rouge sur les futurs pendant la nuit, le mini Russell aussi, le Nasdaq aussi, et le S légèrement, et il est non loin d'un support. Les 79,50 qui sont un bon gros support. Le DAX a ouvert avec un gap baissier ce matin et il vient de le combler. Donc on surveillera une éventuelle poussée baissière qui est possible sur prise de bénéfices de fin de semaine. À noter aussi que sur l'ES, on n'a pas énormément de volume. À 1 heure de l'ouverture américaine, on n'a que 151 000 contrats. Ah, bizarre que ça ait sauté. T'as 1 minute 51 d'écoute. Alors, peut-être que si on réduit la qualité. Bon, je vais relancer. On va écouter en entier, hein, ça dure 8 minutes. On terminera là-dessus la semaine. Ok. Alors voyons, est-ce que ça fonctionne? Contrat échangé. Donc on va... Oh là là, c'est quoi ce bordel là? On n'a que 151 000 contrats échangés. Donc on va regarder, donc celui qui est très intéressant je pense aujourd'hui, c'est le pétrole, qui a fait une grosse poussée ce matin. Et il n'y a pas grand chose qui l'arrête. On va regarder donc à moyen terme. Alors, donc on voit qu'ici on est sorti par le haut des anciens plus hauts à 108,30 sans revenir sur support tangible. Donc on surveillera éventuellement le R2 hebdo ou journalier daily, R2 daily à 109,30. Donc dans 40 points à peu près. On va tracer un canal. Apparemment on a un beau canal là. Ouais. Donc on voit que la borne haute, elle est très loin et en plus elle correspondrait quasiment à des sommets à 114. Donc les moyennes mobiles sont belles. On peut ajouter également un Bollinger 20,
histoire de voir, mais la volatilité, on voit qu'elle est bonne. Bollinger ouvert, on sort du Bollinger. Donc ça, c'est un signe de puissance haussière. Donc voilà pour le 4 heures. En 30 minutes. Donc on voit que si on n'est pas dedans, eh ben on ne peut rien faire. On n'a plus qu'à attendre des résistances et un touching gap ou une réaction vendeuse. On est suracheté, donc éventuellement attendre de venir se reposer sur le 80%, voir si ça entraîne un nouveau signe de continuation, mais ça sera peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc le dollar index avec la news canadienne, on va voir si il bouge un peu. Le Bund. Donc le Bund, s'il repartait à la hausse, ça pourrait entraîner quand même une correction sur le DAX. Et les bons du Trésor américain. Donc ici on a eu un beau chandelier acheteur. Donc ouais. Le seuil aujourd'hui à surveiller, c'est aux alentours de 126,24, 240, 126, 240. Première résistance intermédiaire et les sommets. Donc je vais ajouter aussi, je peux pas, ah oui c'est vrai, d'accord, bon. Voilà, et le S enfin, le S en 5 minutes, donc sur son support qui sont les anciens sommets. Donc on peut éventuellement aussi tracer les plus bas ici. Donc on va voir de quel sens on part. Là a priori on ouvre sur le support. Donc éventuellement retourner chercher le pivot. On va voir. Voilà. Donc on a un stochastique qui part légèrement à la baisse. Donc on pourrait revenir aussi chercher la 200. Ça sera pas grand chose, je vais prendre plutôt ça. La 200 qui est à 76. Donc attention à vous, il n'y a pas énormément de volume, donc ne tradez pas pour trader, prenez vraiment des trucs propres. Ne cherchez pas à surtrader, c'est le risque dans ces journées-là. En fait, on pense que c'est une bonne opportunité, puis en fait, il y a un changement de direction vu les volumes. On le voit bien, hein, ici des volumes corrects, et ici, voilà. Là, c'est faible, c'est très faible. Donc, surveillez éventuellement une poussée vendeuse pour revenir sur des supports plus bas. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez dû remarquer de toute façon qu'on ne met pas grand-chose sur le site parce que le marché est calme, donc il n'y a pas, en fait, les opportunités sont souvent très brusques, donc en fait, on peut pas, ça sert pas à grand chose d'analyser ce qui se passe en ce moment, vu que c'est un peu des mouvements, c'est pas facile à faire des anticipations. Donc c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup d'analyse en ce moment. On s'en excuse.
Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée de trading, soyez très prudents, voilà. Salut, bonne journée, bye. Voilà, donc ça, c'était une analyse réalisée par le site tradelifefuture.com. C'est intéressant de découvrir aussi d'autres manières de travailler, d'autres analyses. Je vous ai laissé le lien sur le chat écrit. Voilà, donc TradeLife qu'on voit ici. Voilà, donc bon, a priori des approches assez simples, hein, il n'y a rien de grandiose, des choses assez proches de ce qu'on peut avoir sur d'autres types d'analyses. Tiens, je savais pas qu'ils faisaient des widgets TradingView. Vous pouvez voir ça. Ok. Bah sur ce, moi j'ai fini ma semaine. Je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. On termine par un graphique partagé par Phil sur le chat écrit. Merci à lui pour son partage régulier. Qui était une vision sur le... pas le Dow Jones, je crois justement. C'était sur le Dow Jones. On avait rallié les 14 958 points, donc les 15 000 points très récemment. Ou quasiment. Et donc, eh bien, la fin de sa figure harmonique, donc on voit ici, donc je crois que c'est une figure en A, B, C, D. Donc A, B, C, D devrait se finir vers les 16 000 points, zone à partir de laquelle il pourrait surveiller pour des prises de position à la vente. En tout cas pour le moment il est toujours acheteur, je crois acheteur depuis la cassure de cette zone de résistance, donc ça se passe très bien pour lui. À partir de cette zone, ouais, il y a notamment Pedro qu'on a l'habitude de retrouver, notamment en audio sur le chat Mumble, qui s'appelle Bandicoot sur les forums DailyFX, qui participe régulièrement, qui sera aussi plutôt vendeur, donc une zone qu'il faudra surveiller. En tout cas l'objectif est donné dans un timing assez proche, hein, a priori, ça pourrait être... quand d'ailleurs? Je vois 6 2013, donc ce sera pas en juin, mais ce serait quand? Ce serait... Ah mais non, c'était le 8 juin. C'est quoi, c'est un vieux graphique, Phil? Tu peux m'en dire plus là sur ce que t'as mis? Alors si je vois par moi-même le Dow Jones là... Voilà, donc 15 464. D'accord, oui, donc on s'est rapproché des 16 000 points. Donc toi tu voyais le ralliement des 16 000 en juin, donc on a pris un peu de retard, mais pourtant on en prend toujours la direction. Voilà. Donc merci pour votre participation, à la semaine prochaine. On aura au moins un invité, voire deux, hein, la semaine prochaine. Après c'est possible que je prenne une semaine de vacances la semaine d'après. En tout cas la semaine prochaine je serai là. En tout cas début de semaine il n'y a pas de problème, lundi vous me retrouverez de 18h à 19h. En attendant ce week-end il y aura la publication de la vidéo qu'on a faite la semaine dernière. Le montage est bientôt fini par rapport à l'interview et l'entretien qu'on a réalisé avec Benoît Rousseau du site enlil.com dont on a vu une vidéo tout à l'heure, le bilan de sa journée de trading d'hier. Voilà, donc à suivre cette semaine, restez connectés. Et sinon l'événement de la semaine c'était la réception d'Adrien Raymond, analyste pour FXM, qui avait fait un point spécial avec beaucoup de boulot derrière, il faut se rendre compte, ça a pris quand même toute une après-midi de travail, de recherche, etc. de son côté pour nous proposer les informations, les graphiques qui ont été partagés. Donc ça vous pouvez la retrouver en différé dans à la une en haut à gauche du site. La semaine prochaine on verra, il y a plusieurs noms intéressants qu'on pourra recevoir, donc je vous tiens au courant. Le 17-8, ok. Donc toi tu vois arriver à 16 000 points le 17-8, le 17 août. On ne peut plus précis, assez précis 16 000 points, une date précise le 17 août. Au moins on peut pas dire que Phil ne se mouille pas. Merci. Ouais, j'y vais sur Mumble, ciao.